Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'écologie fonctionnelle des paysages. Alors, commençons par le mot le plus simple dans ce titre, les paysages. Donc, bien sûr, on peut penser à un paysage de plein de façons, mais en écologie, un paysage, il est défini par une certaine surface qui a un fonctionnement écologique. Donc, ça va être une unité écologique qui ne va pas avoir une surface fixe, mais de l'ordre de dizaines à centaines de kilomètres carrés, qui est façonnée par la variabilité de facteurs de son environnement, les facteurs biophysiques, et également par les usages des terres. Au sein d'un paysage, comme dans cette représentation ici, on a une certaine variabilité spatiale des écosystèmes et une dynamique liée aux variations, par exemple, de cette rivière sur cette œuvre, variations spatiales et variations temporelles, donc par les activités naturelles et aussi par les activités humaines. Typiquement, en écologie, on caractérise un paysage comme une mosaïque de parcelles, donc ce qu'on appelle patch en anglais. On n'a pas de très bonne traduction en français. Donc, les différentes composantes de ce paysage, par exemple des éléments de forêt, des cultures, des prairies, des zones humides. Et donc, la parcelle, c'est l'unité de base, l'unité homogène que l'on va vouloir étudier dans le contexte de son paysage. L'écologie du paysage est une partie de l'écologie scientifique qui a démarré à peu près au milieu des années 1980 et dont l'objectif est la description des patrons spatiaux des paysages et de comprendre les processus qui déterminent leur biodiversité et leur fonctionnement. Dans leur ouvrage, qui fait encore référence aujourd'hui, publié plusieurs fois, Bob Gardner et Monica Turner définissent 4 composantes de l'écologie du paysage, 4 sujets d'intérêt. Caractériser l'hétérogénéité spatiale, donc la diversité des parcelles d'un paysage, comme je viens de la décrire, avec différents types d'écosystèmes et d'usage des terres. S'intéresser à leur dynamique, sachant que cette hétérogénéité, elle n'est pas fixe, elle va changer constamment sous l'effet des facteurs écologiques, par exemple la variation du climat, les perturbations naturelles, comme les incendies et les inondations, et aussi les activités humaines. On va s'intéresser à décrire et comprendre les interactions entre la configuration spatiale d'un paysage et les processus écologiques. Et tout l'ensemble de ces processus sont considérés à de multiples échelles, depuis les organismes individuels jusqu'aux parcelles et jusqu'au paysage dans son entièreté, ce qui va façonner les structures et les dynamiques paysagères. Donc ça, c'est la programmatique de l'écologie du paysage au sens le plus large. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce que j'appelle l'écologie fonctionnelle du paysage, que je définis comme l'étude des patrons et des processus de réponse et d'effet de la structure du paysage sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Au-delà de la définition générale de l'écologie du paysage, la partie fonctionnelle qui m'intéresse concerne en particulier les processus qui sont basés sur les traits fonctionnels des espèces, qui vont déterminer la variabilité spatiale dans ce paysage, ainsi que les valeurs agrégées à l'ensemble du paysage, de la biodiversité et des processus écosystémiques, et leur dynamique temporelle. Donc, je vais commencer par quelques éléments de définition qui vont être déclinés tout au long de ce cours. Donc, quand on parle de composition de paysage, je l'ai déjà un petit peu abordé, ce sont ces différents éléments qui sont dans le paysage, différents types d'écosystèmes. On va pouvoir s'intéresser à leur quantité relative. Par exemple, se trouve-t-on dans un paysage où les cultures sont dominantes, où les forêts sont dominantes, où on a peut-être une mosaïque plus diversifiée, comme ici en bas à gauche. Et on va pouvoir s'intéresser aussi, par exemple, à la distribution de la taille des parcelles. La deuxième composante de la structure d'un paysage, c'est la configuration du paysage. Donc, ça décrit l'agencement spatial de ces parcelles au sein du paysage. Donc, est-ce qu'on va avoir des parcelles qui vont être plus ou moins grandes, plus ou moins petites, plus ou moins proches les unes des autres. Et on s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle la connectivité de ce paysage, donc les connexions en fait, entre éléments similaires d'un paysage, y compris via des corridors.
On parle très souvent d'hétérogénéité du paysage. C'est un terme qui porte un petit peu à confusion dans la mesure où il a en fait deux dimensions principales. Donc si vous voyez ces quatre petits schémas, sur l'axe horizontal, on va avoir vers la gauche des éléments peu diversifiés, à droite plus diversifiés, donc le nombre de couleurs. Donc c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité compositionnelle. Donc si on veut la quantifier, ça va être la variance de la composition. Il existe de nombreux indices de diversité qui sont très proches des indices de diversité utilisés pour la diversité, par exemple, des espèces. Et sur l'axe des Y, vous voyez la différence entre des paysages qui ont une plus ou moins grande complexité de leurs éléments du point de vue spatial. Et donc, c'est ce qu'on va appeler l'hétérogénéité de configuration. Alors ici, on va s'intéresser à différents indices de variabilité spatiale, la distribution de la taille, la maille spatiale, à savoir quelle est la taille dominante des parcelles, est-ce qu'elles sont grosses, est-ce qu'elles sont petites, et éventuellement des indices qui décrivent des distances de voisinage entre parcelles. Est-ce que pour une parcelle, par exemple de prairie ou de forêt dans ce paysage, les autres parcelles de forêt et de prairie sont loin? Enfin, un terme très utilisé, à la fois dans le domaine scientifique et dans le langage commun, concerne la fragmentation du paysage. Ce terme a donné lieu à débat dans la mesure où, si l'on compare à nouveau ici les figures, donc les croquis qui sont sur le bas et sur la ligne du bas et sur la ligne du haut, on peut parler de perte d'habitat, donc quantité d'habitat. Certains auteurs parlent de fragmentation quand on perd de l'habitat, donc du haut vers le bas. La fragmentation sensu stricto, c'est ce qu'on observe de la gauche vers la droite de cette figure, à savoir que pour une surface donnée, on va avoir une désagrégation en multiples parcelles. Donc la fragmentation du paysage est un sujet d'intérêt particulier, puisque c'est l'un des impacts des actions humaines sur les paysages dont on s'inquiète au sujet de la biodiversité en particulier. Donc aujourd'hui, au sujet de l'écologie fonctionnelle des paysages, je vais m'intéresser à trois choses. Du point de vue des plantes et de leurs traits fonctionnels, pour lesquels ces éléments sont beaucoup moins décrits qu'en particulier pour les animaux. Donc je m'intéresserai d'abord à comment la structure du paysage affecte la biodiversité fonctionnelle végétale, puis comment elle affecte le fonctionnement des écosystèmes, et je discuterai des implications pour les services écosystémiques et en particulier la capacité des paysages à se fournir de multiples services, ce qu'on appelle la multifonctionnalité. Donc, quand on s'intéresse aux réponses fonctionnelles à la composition du paysage, quels que soient les organismes, on va appliquer le même modèle qui est décliné pour l'échelle des communautés, un modèle dit de filtrage, donc de l'échelle du paysage jusqu'à l'échelle locale. Donc à partir d'un pool d'espèces qui sont présentes du fait de différents facteurs, en particulier régionaux, donc différentes espèces présentes dans ce paysage, elles vont se distribuer bien entendu selon leurs préférences d'habitat. Et puis on va aussi observer de l'hétérogénéité qui va être intraparcelle, ainsi qu'un filtrage des espèces par les interactions biotiques. Donc ça va permettre de décrire en fait les différents processus qui vont conduire à la diversité des espèces dans un paysage et en particulier la diversité de leurs traits. Quand je m'intéresse aux traits fonctionnels concernant la réponse à la structure du paysage, en fait je vais m'appuyer sur ce que l'on sait déjà, que j'ai présenté dans les cours précédents, concernant les traits de réponse aux facteurs physico-chimiques de l'environnement, par exemple, ou si l'on s'intéresse par exemple à la taille des plantes, on sait qu'on a une augmentation moyenne de la taille des plantes avec la température, ou si l'on s'intéresse par exemple à la fertilité des sols, on va avoir des variations dans les caractéristiques des organes végétatifs des plantes, par exemple la taille des feuilles, leur contenu en nutriments, ou leur teneur en fibres et en matière sèche. Donc c'est en construisant sur cette compréhension à l'échelle des communautés que l'on peut réfléchir et essayer de comprendre, tester des hypothèses à l'échelle d'un paysage complet.
Je rappellerai juste, pour les termes que je vais utiliser par la suite, que la diversité fonctionnelle comprend deux grandes composantes. Ce qu'on va appeler la moyenne pondérée à l'échelle d'une communauté, donc qui décrit en fait l'agrégation des traits fonctionnels composant une communauté. Donc vous voyez ici, par exemple, deux communautés avec des feuilles ayant des traits différents qui donnent des valeurs agrégées différentes à l'ensemble de la communauté, ce que l'on verrait du ciel. Et la variance des traits dans une communauté, ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle sensu stricto, qui va concerner la divergence entre valeurs, entre espèces. Donc intéressons-nous d'abord aux effets de la quantité d'habitat, puisque c'est le premier impact que l'on peut avoir sur les paysages, notamment sous l'effet des activités humaines. D'autres habitats sont, par exemple, plus rares du fait des facteurs biophysiques d'un paysage. Donc, lorsque l'on compare des paysages avec une petite versus une grande quantité d'habitat, les paysages qui ont une grande quantité d'habitat pour des espèces données, mettons des forêts, ils vont permettre des tailles de population plus grandes et ils vont avoir une variabilité de l'environnement qui sera moindre. Conformément à ce que l'on pourrait attendre du point de vue fondamental, ceci conduit à un contraste entre, à droite, des espèces qui vont avoir des cycles de vie qui sont lents et des graines qui sont grosses quand on a donc une grande quantité d'habitat, versus à gauche, avec moins d'habitat, des espèces à démographie cycle de vie plus rapide et des graines plus petites. Concernant la niche environnementale des espèces, la disponibilité d'une grande quantité d'habitat permet une spécialisation en termes de niche environnementale comme de niche biotique, alors que moins d'habitat disponible demande aux espèces d'être plus généralistes et non pas spécialistes. Enfin, les paysages avec plus d'habitat tendent à être plus grande quantité d'habitat tendent à résulter et à être également moins souvent perturbés par les perturbations naturelles, comme par exemple les incendies ou les chablis, et également par l'herbivorie, ce qui rend les espèces en fait moins habituées à ces perturbations et donc plus sensibles. Et à l'inverse, avec des faibles quantités d'habitat, on observe des espèces qui tendront à être plus tolérantes aux perturbations. En continuant de nous intéresser aux effets de l'hétérogénéité spatiale, mais cette fois avec plusieurs types d'habitats, la diversité d'habitats dans un paysage, l'hétérogénéité compositionnelle, elle va permettre en fait d'avoir des habitats favorables à différentes espèces, différentes niches, ce qui favorise la présence de plusieurs types fonctionnels d'espèces, donc une augmentation de la diversité fonctionnelle. Une plus grande hétérogénéité compositionnelle, ça veut aussi dire que, par simple probabilité, un point donné, il va avoir une plus grande diversité de voisinage, donc les écosystèmes qu'on va trouver, les types d'écosystèmes qu'on va trouver autour de ce point. Et cette hétérogénéité d'écosystèmes, elle va favoriser deux choses. L'hétérogénéité locale de l'environnement, pensez par exemple à des effets d'ombrage d'une parcelle sur l'autre, et aussi la capacité d'avoir des espèces qui vont se déplacer entre différents types de parcelles. Et ça va favoriser en fait une plus grande variabilité fonctionnelle, plus d'espèces, plus de types d'espèces, donc de groupes fonctionnels, les différentes formes ici, mais aussi plus d'espèces par type. Il ne s'agit pas uniquement de diversité des habitats, mais aussi, et de leurs facteurs biophysiques, mais aussi d'hétérogénéité des perturbations. Elles façonnent les paysages et elles en sont aussi la résultante, nous le verrons juste après. Donc, si l'on s'intéresse par exemple aux incendies, ici une cartographie des grands incendies de 2019-2020 dans le sud-est de l'Australie,
Vous voyez différentes couleurs qui représentent en fait différentes intensités d'incendie. Donc ça, c'est une cartographie qui est absolument typique, une image qui est absolument typique, où en fait les incendies ne sont jamais homogènes. C'est toujours absolument hétérogène avec des intensités plus ou moins grandes selon les endroits. Eh bien, cette hétérogénéité, en fait, elle va correspondre à différents rythmes de régénération de la végétation, donc l'ensemble des petites photos sur la droite, et aussi favoriser des espèces qui vont être plus ou moins capables de tolérer des incendies plus ou moins intenses. Donc l'hétérogénéité des perturbations dans un paysage, et ici à l'échelle régionale, elle va favoriser la diversité fonctionnelle du point de vue des caractéristiques de régénération des espèces face aux incendies. Enfin, dernier facteur qui va jouer dans la structuration de la diversité fonctionnelle des paysages, ce sont les legs du passé. En fait, ce ne sont pas juste les usages actuels qui influencent quelles espèces on va trouver à quel endroit dans un paysage, ce sont aussi les usages passés. Je l'illustre ici pour un paysage alpin, où en fait, donc sur l'étage bas, on a des terrasses qui sont encore persistantes, qui correspondent à des cultures qui étaient réalisées dans ce paysage jusqu'au milieu du XXe siècle, à comparer à le reste du paysage qui n'a, lui, jamais été, en pratique culturelle, jamais été labouré. Et ce que nos analyses des traits fonctionnels des plantes dans ce paysage ont montré, c'est que là, on doit en fait prendre en compte cet usage passé qui a complètement restructuré les sols, donc la culture augmentant la pierrosité, de ce fait augmentant le pH du sol, et aussi la culture laissant des legs de fertilité, versus les sols d'origine, plus profonds, à plus faible pH et à plus faible fertilité. Et ce que l'on observe ici, c'est qu'on a en fait des contrastes entre différents traits des espèces dans les différentes parcelles de ce paysage. Par exemple, la teneur en azote des feuilles ou la hauteur des plantes, qui sont uniquement liées aux legs du passé et qu'on n'est pas capable, en fait, quand on analysait ce paysage, d'en expliquer la composition en termes de type de plante, en termes de traits des plantes, en prenant en compte seulement les usages actuels, par exemple la fauche ou la pâture. Intéressons nous maintenant donc à ce qui fait le nerf de la guerre, je dirais, de l'écologie des paysages, la configuration. Donc, si l'on contraste à nouveau donc les différents cadrans de ce graphique, nous avons sur le bas des petites parcelles et sur le haut des grandes parcelles. Donc, pour une même quantité d'habitat, donc une ligne de cette figure, il peut être plus ou moins fragmenté en petites parcelles ou plus ou moins fragmenté en petites ou en grandes parcelles. Donc ici, l'élément, le processus qui va façonner tous les processus écologiques, c'est ce qu'on appelle la connectivité du paysage. Donc la définition de la connectivité du paysage, c'est sa capacité à faciliter ou entraver le mouvement des organismes et des processus naturels entre différentes zones d'habitat. Donc au fin des années 80, début des années 1990, l'équipe de Bob Gardner aux États-Unis en fait montrait que l'on peut prendre des principes qui sont issus de la physique, en particulier la physique de la percolation, donc qui s'intéresse en fait à la circulation, par exemple, de l'eau dans un milieu solide, et pour en fait prédire la connectivité des paysages. Donc, si on prend, c'est un peu l'équivalent d'un gaz parfait, une configuration aléatoire, en fait, on s'aperçoit que pour des paysages qui ont moins de 60% d'un habitat, donc les cases en noir sur ces petites figures, eh bien, en fait, on ne va pas pouvoir circuler. Vous voyez, donc sur le panneau à gauche, avec 40% d'habitat, on ne peut pas circuler à travers le paysage en prenant les cases noires.
À l'inverse, à gauche, à 81%, on peut toujours circuler, et 60%, en fait, c'est le seuil auquel en fait, on va pouvoir circuler dans ce paysage. Ce qu'ont montré les travaux donc de l'équipe de Bob Gardner, c'est que, bien entendu, les paysages naturels n'ont pas des configurations aléatoires, ils ont des configurations plutôt fractales. Et en fait, ça permet d'abaisser le seuil de connectivité. Donc, si l'on s'intéresse aux cases en gris sur cette figure, en fait, on va pouvoir circuler dans le paysage en empruntant les pixels des cases en gris, quelle que soit la fréquence de cet habitat, du fait qu'on a une connexion, quelle que soit la fréquence, si elle est supérieure à 30%, du fait en fait de l'organisation non aléatoire dans le paysage. En écologie, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle, donc non pas d'un point de vue neutre, on ne savait pas qu'est-ce qui circule dans le paysage, on s'intéressait uniquement à une connectivité physique, mais donc ce qu'on appelle la connectivité structurelle, mais à la connectivité fonctionnelle qui va prendre en compte la réponse des espèces à la structure des paysages selon les habitats qu'elle préfère, les habitats qu'elle peut traverser et sa capacité à se déplacer. Donc cette connectivité fonctionnelle, c'est elle qui va retenir l'attention des études en écologie, en particulier en essayant de la quantifier par différentes méthodes que je ne détaillerai pas ici, puisque vous en entendrez parler demain lors du symposium d'écologie fonctionnelle des paysages, par des mesures en particulier de réseau. Donc on regarde le réseau entre habitats et les capacités plus ou moins grandes d'espèces à se déplacer entre parcelles d'habitat d'un paysage. Donc la connectivité fonctionnelle, elle va en effet affecter les habitats des espèces, les activités de la biodiversité. Je prends un exemple ici d'une modélisation que nous avons réalisée dans la région de Grenoble, modélisant les espèces, les habitats favorables à de nombreuses espèces de gibier. Donc, soit selon leur habitat, donc les connaissances, par exemple, telle espèce préférant les forêts, d'autres tolérant les milieux ouverts, voire les préférant. Donc, à gauche, cette carte uniquement sur la base des habitats. Puis, en fait, en appliquant des restrictions à la distribution des espèces selon leur capacité à se déplacer, mais aussi selon la résistance du paysage et selon si elles peuvent aller plus ou moins loin. Et ce que vous voyez entre les deux cartes, c'est la carte de différence entre les deux, qui fait apparaître en plus foncé les zones qui vont être des résistances, des barrières au déplacement des espèces. Donc, par exemple, des structures naturelles comme les falaises, et de façon très importante, tout ce qui va être transformé dans le paysage par les activités humaines, en particulier les infrastructures routières, ferroviaires. Enfin, concernant la connectivité fonctionnelle, il ne s'agit pas juste des organismes, et cela concerne aussi les flux de matière et d'énergie dans un paysage. Par exemple, on va s'intéresser à la circulation des flux d'air dans le paysage et leurs conséquences sur, par exemple, les températures, l'humidité, la circulation de l'eau et, par exemple, des sédiments qu'elle va porter. Donc, fort de cette compréhension des effets des facteurs qui vont influencer la biologie, l'écologie des espèces présentes d'un paysage, les chercheurs ont pu tester en fait quel type d'espèces, quel trait fonctionnel on va trouver selon non plus seulement la quantité d'habitat, mais la taille des parcelles. Donc, de manière générale, ce que l'on observe chez les plantes, c'est que des grandes parcelles, donc avec une grande surface unitaire d'habitat, elles tendent à avoir des habitats plus stables. Quand il s'agit de forêts, on va avoir bien entendu plus d'ombre. Et ça va favoriser typiquement des espèces avec des traits compétiteurs, figurés par l'exemple d'un chêne ici, avec un cycle de vie qui est lent, une croissance qui est lente, une grande taille, des graines de grande taille dispersées par des vertébrés,
et des caractéristiques de leurs organes, en particulier de leurs feuilles, liées à une dynamique des nutriments qui est lente, donc peu de nutriments, un recyclage lent et des teneurs en fibres qui sont élevées. Les grandes parcelles, néanmoins, permettent d'avoir de l'hétérogénéité intraparcellaire, par exemple l'hétérogénéité de la lumière qu'on va avoir au sol d'une forêt, ce qui permet la coexistence de plusieurs types d'espèces, donc à des échelles plutôt de micro-habitats. Donc non seulement les espèces typiques des grandes parcelles, avec des feuilles pauvres en nutriments, riches en fibres et avec un recyclage lent et des grosses graines, mais aussi des espèces plus typiques, par exemple des petits points de lumière dans cette image, donc avec des teneurs en azote plus élevées, des feuilles avec un métabolisme plus rapide, également des espèces avec des graines plus petites. Continuons à compliquer un petit peu. Si les grandes parcelles ne sont plus juste isolées les unes des autres, mais connectées, et en particulier lorsqu'on a des perturbations récentes et ou fréquentes, eh bien ça va continuer de diversifier les stratégies fonctionnelles qui sont possibles dans ce paysage. Donc non seulement en termes donc de diversité des stratégies d'exploitation des ressources sur les caractéristiques des tissus végétatifs, mais aussi par exemple sur les stratégies de reproduction, donc permettant et facilitant en particulier les espèces dispersées par le vent, les espèces clonales, ou dans le cas des incendies, des perturbations par les incendies, la persistance d'espèces à régénération par graines obligatoire après les incendies. Intéressons-nous maintenant aux petites parcelles. Donc, on va voir en fait en gros les traits opposés aux grandes parcelles, donc des espèces qu'on va qualifier de rudérales en termes de stratégie, donc comme pour les arbres, les pins ou certaines espèces herbacées qu'on trouve dans les milieux ouverts. Donc, ce sont des espèces de milieux avec beaucoup de lumière, avec donc un métabolisme qui est rapide, une croissance rapide, de nombreuses graines de petite taille, des graines disséminées par le vent et aussi des banques de graines souterraines. Et puis donc continuant d'être avec des caractéristiques opposées de celles des grandes parcelles, des feuilles avec des caractéristiques donc de recyclage rapide des ressources, teneur en azote élevée, teneur en matière sèche faible. Lorsque les petites parcelles sont plus connectées, donc comme dans le cas des grandes parcelles, cela permet de diversifier les stratégies des espèces présentes en termes de traits de leur tissu végétatif et également en termes de stratégie de dissémination des graines, donc notamment via ces corridors des espèces disséminées par l'eau ou par les vertébrés qui empruntent ces corridors. Au sein des paysages, on va s'intéresser non seulement aux parcelles d'habitat, mais aux interfaces entre eux. Et un effet qui est d'intérêt particulier, ce sont les effets de lisière, donc les bords entre typiquement des éléments boisés et des éléments ouverts. Puisqu'on a à travers ces lisières donc une variation des gradients entre les conditions d'intérieur que je viens de décrire et les conditions de milieu ouvert, qui vont donc correspondre à des gradients de température, des gradients de propriété du sol, d'intensité lumineuse, et qui font qu'en fait, à la rencontre entre ces deux habitats relativement contrastés, on va avoir un pic de diversité des espèces, donc les espèces elles-mêmes, la rencontre des deux types d'espèces qui peuvent vivre dans l'un habitat et l'autre habitat. Les lisières, ce sont aussi des lieux de gradients de perturbation. Certaines perturbations vont être plutôt spécifiques à un côté et à l'autre, donc les incendies en forêt typiquement ou le pâturage dans la partie prairie.
Et puis l'interface elle-même, c'est une surface d'interception qui va notamment occasionner des perturbations spécifiques, en particulier en ce qui concerne les dégâts par le vent, les chablis. Donc ces effets de lisière, on peut les observer en particulier sur les petites parcelles. Donc si l'on contraste les conditions que j'ai décrites pour des petites parcelles unitaires, donc de forte disponibilité de lumière, de stratégie donc de recyclage rapide des nutriments, de nombreuses petites graines disséminées par le vent. En fait, lorsqu'une petite parcelle elle va être entourée de forêt, donc avec des effets de lisière, on va retrouver dont l'ombrage, mais aussi par exemple l'effet des herbivores, qui va favoriser des espèces avec des traits opposés, des traits différents. Donc le recyclage des nutriments lents dans les tissus végétatifs, ou par exemple la clonalité. Donc si je résume ce que je viens de présenter en différents éléments concernant la disponibilité en habitat, la taille des parcelles et leur connectivité, le premier déterminant de la composition fonctionnelle, c'est avant tout la quantité d'habitat et la taille des parcelles. Mais en fait, la connectivité va modifier la composition fonctionnelle. Donc avant tout, elle va permettre d'augmenter la diversité fonctionnelle en permettant la dispersion des espèces entre éléments du paysage. Mais elle favorise aussi les perturbations. Donc elle va favoriser ainsi des espèces tolérantes aux perturbations, à forte dissémination et spécialistes des habitats de bordure. Donc c'est ainsi que commence à se composer un paysage en termes des stratégies des espèces présentes. À partir de cette compréhension, certains chercheurs ont cherché à comprendre quelle était la composition optimale d'un paysage pour favoriser la diversité fonctionnelle. Donc, si l'on reprend à la fois les principes de mouvement des espèces dans un paysage, sur les bases de la percolation que j'ai évoquée tout à l'heure, et ce que l'on comprend donc des stratégies fonctionnelles favorisées par différents types d'habitats, la conclusion, c'est que on a une espèce de composition optimale, ce qu'on appelait la règle du 30-40-20-10. Alors, c'est quoi 30-40-20-10 ? C'est 30% d'habitat naturel, donc il faut au moins 30% d'habitat naturel. Il faut 40%, donc en jaune, 40% d'habitat à usage d'intensité intermédiaire. Pardon, en jaune, c'était les 30% naturel, c'est en vert plus foncé, donc dont 10 de très bonne qualité, donc 20 plus 10. 30%, pas plus de 30% d'usage intensif, et le reste, c'est 40% d'usage intermédiaire. Ça assure la connectivité ainsi que la diversité spatiale. Donc, en continuant de réfléchir à cette composition idéale, en fait, on peut se demander quelle est la distribution idéale aussi optimale de la taille des parcelles. Et afin de favoriser différents types d'espèces, on a vu que selon les tailles des parcelles, on avait différents types d'espèces qui étaient plus ou moins adaptés. Eh bien, on va vouloir en fait une distribution de ces tailles, donc quelques grandes parcelles et beaucoup de petites parcelles de végétation naturelle, et favoriser aussi les connexions dans ce paysage. Donc, ce n'est pas juste une question de composition pour avoir un paysage optimal pour la diversité fonctionnelle. C'est aussi une question de connexion, de structuration spatiale du paysage. Je vais maintenant m'intéresser aux effets de la structure des paysages sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, reprenant ce que l'on comprend des effets de la structure des paysages sur les espèces qu'on va y trouver, pour prendre en compte maintenant la structure spatiale du paysage. Donc on sait qu'à l'échelle d'un écosystème donné, le fonctionnement de l'écosystème il va être influencé par les variations de son environnement de deux manières, soit de façon directe, par exemple la température qui influence beaucoup de processus écologiques, par exemple la température tend à accélérer la plupart des processus biochimiques, mais aussi ce qu'on appelle indirectement, donc en modifiant les espèces qui sont présentes, leur biodiversité et les interactions biotiques.
ce qui va à son tour affecter le fonctionnement de l'écosystème, par exemple le recyclage des nutriments. Donc si l'on s'intéresse aux effets de la fragmentation du paysage et de manière générale de la configuration spatiale, elle va intervenir donc, à la fois sur l'environnement abiotique, donc, et on va suivre le même chemin d'influence soit directement sur le fonctionnement, soit via la biodiversité et les interactions biotiques. Elle va bien entendu influencer la biodiversité directement. Et nous allons le voir, la configuration spatiale, elle peut aussi directement affecter le fonctionnement de l'écosystème. Donc ce sont tous ces mécanismes qu'on va essayer de décortiquer pour comprendre comment la structure des paysages, en particulier leur fragmentation, va modifier le fonctionnement des écosystèmes. Donc si l'on reprend ce que l'on sait à l'échelle des communautés concernant les effets des traits fonctionnels des plantes, des organismes en général et des plantes en particulier sur le fonctionnement des écosystèmes, on va tenter ici d'appliquer le même raisonnement, donc s'intéresser aux traits qui vont contribuer aux effets directs de l'environnement sur le fonctionnement des écosystèmes, mais surtout ceux qui vont contribuer aux effets indirects via la modification des stratégies fonctionnelles, des traits fonctionnels présents dans un écosystème, donc du fait de la variation de son environnement et comment cet environnement est affecté par la structure du paysage. Donc ça peut être fait de manière non spatiale à l'échelle des parcelles individuelles. Donc, c'est ce que j'ai présenté dans les cours précédents, où on peut en fait évaluer les effets de la variation dans un paysage de facteurs comme la topographie, les usages des sols et donc les propriétés des sols sur des effets directs sur le fonctionnement des écosystèmes, mais surtout des effets indirects via les traits des espèces, donc en termes d'effets sur de la composition fonctionnelle, qui va à son tour affecter le fonctionnement des écosystèmes. Donc cette approche-là, c'est en fait celle qui est très souvent utilisée. Donc elle est non spatiale, on traite une parcelle à la fois dans ce paysage, même si on a une carte ici, en fait c'est chaque parcelle qui a été dans ce cas-là initialement mesurée puis modélisée. Et on va pouvoir, à partir d'une carte d'usage des sols en haut, en fait, calculer, projeter différentes fonctions via les effets des variations des usages des sols sur différents traits. Ici, par exemple, la taille moyenne des plantes dans les parcelles en bas, qui va influencer sur la production de biomasse. Donc ça permet de s'intéresser aux effets de la variation de la composition du paysage. Et dans l'exemple de ce paysage que je montrais à l'instant, on peut, dans ce cas-là, via l'utilisation de différents scénarios de modification de la composition du paysage, évaluer par modélisation les effets sur les effets donc via les changements de traits des espèces sur différentes fonctions. Donc, par exemple, contrastant un scénario où on a de la conversion de fauche en pâture qui va en favorisant des espèces qui ont des traits fonctionnels plus conservateurs des ressources, on va favoriser le stockage du carbone, la rétention de matière organique et la fertilité du sol, et réduire les fuites, par exemple, d'azote dans cet écosystème. A contrario d'un scénario où on va augmenter la fauche et la fertilisation, qui va avoir en fait plutôt des effets sur la qualité du fourrage, la teneur en nutriments des fourrages, via les bénéfices de cette fertilisation pour les espèces avec des taux d'azote importants dans leurs feuilles. Donc dans ce cas-là, en fait, on explique les effets d'un changement du paysage, en fait, uniquement par les effets des usages dominants qui ont été modifiés dans ce paysage. Quand on s'intéresse à un paysage, néanmoins, on va vouloir s'intéresser pas juste à une parcelle par une parcelle, mais plutôt à l'effet de l'hétérogénéité du paysage.
et en particulier, à la fois, bien sûr, du point de vue des utilisateurs du paysage, mais aussi du point de vue écologique, de la complémentarité spatiale entre usages et types de végétation. Donc, si je reprends la configuration optimale donc pour la diversité fonctionnelle, pour la diversité des espèces et la diversité fonctionnelle des espèces, ça va permettre une complémentarité spatiale de fonctionnement. Et donc par la contribution en fait, des différents types d'habitats, mais aussi par les bénéfices donc par exemple de petits éléments boisés dans ce paysage qui vont contribuer à des fonctions de régulation. Donc je vais expliquer comment ça se passe par la suite. Donc cette fois-ci, si on s'intéresse donc à la configuration des paysages sur le fonctionnement des écosystèmes, donc comparant à nouveau pour une surface donnée d'habitat, donc les lignes sur cette figure, pour une surface donnée, donc les lignes, si cette surface elle est répartie en des parcelles plus ou moins grandes. Donc on va avoir des effets qui sont d'abord directs, donc selon cette logique d'effet direct indirect. Donc le premier effet direct de la configuration, ça va concerner le microclimat. Donc si l'on se place en fait dans un paysage qui va avoir des éléments, mettons par exemple des éléments boisés, comme je l'avais sur la figure, disséminés dans le paysage, on va avoir des effets d'interception, par exemple de l'air, donc du vent, des effets d'ombrage. Ça va diminuer la température et donc l'évapotranspiration et augmenter l'humidité du sol. Et ça a des effets qui sont directs en termes de diminution de la production de fourrage. Donc si on a une température, enfin, jusqu'à une certaine mesure dans les climats tempérés, une température plus faible, un sol plus humide, au bilan, ça diminue quand même la production de fourrage. Par contre, ça diminue la sensibilité aux sécheresses et donc la variabilité interannuelle et la résilience à des sécheresses extrêmes. Et ces conditions-là, ce sont celles qui vont aussi favoriser la décomposition de la matière organique et augmenter la séquestration du carbone. Donc rien que par l'effet du microclimat. La configuration spatiale, elle va aussi influencer les flux latéraux dans le paysage, donc les flux d'eau, les flux de sédiments, les flux de matière qui sont transportés par l'eau. Un exemple qui a été beaucoup étudié, en particulier dans les régions arides et semi-arides, ce sont des végétations qui sont avec des dispositions en bandes ou en petits agrégats dans le paysage. Et ici, une étude qui avait été conduite en Australie a montré que lorsqu'on a une disposition en bande comme celle sur cette figure-là, à comparer d'une disposition qui serait, on aurait cassé ces bandes. En fait, cette disposition en bande, elle permet de bien retenir l'eau dans les flux d'eau, donc ça permet d'augmenter l'humidité du sol. Et de ce fait, ça permet une augmentation, dans ce cas-là, de 40% de productivité. Donc c'est un effet qui est très substantiel. Continuons donc sur les effets via les flux latéraux. Ce n'est pas juste la régulation à tout instant, c'est aussi la régulation des événements extrêmes, en particulier des flux érosifs et des crues. Et donc, ce qui fait que dans un paysage donné, on va avoir des placements stratégiques, par exemple d'éléments boisés ici, donc en haut du bassin versant, des éléments pour retenir les sols par rapport à des événements pluvieux extrêmes et donc réduire l'érosion. Et également le long des cours d'eau, les éléments boisés permettant de retenir, de réduire les effets des inondations. Donc ça, c'était des effets directs. Dernier type d'effet direct, ça concerne la propagation des perturbations. Donc j'ai parlé des théories physiques de la percolation pour ce qui concernait le mouvement des espèces, mais ça concerne aussi, par exemple, les mouvements de flux physiques, et en particulier l'énergie d'un incendie.
Et donc, à nouveau, l'équipe de Bob Garner ici a montré en fait que l'on pouvait relativement bien prédire la propagation des incendies d'un paysage à partir de la surface d'habitat qui est inflammable dans ce paysage, et comment ça va être modifié donc en termes d'inflammabilité par l'humidité ou la sécheresse donc, de la végétation, et aussi comment, par exemple, des flux directionnels vont pouvoir intervenir sous les effets du vent. Donc on est capable de prédire en fait les effets de la configuration spatiale à partir donc des mouvements d'énergie dans un paysage pour prédire donc la propagation d'incendies dans un paysage ici. Concernant maintenant les effets non plus directs de la configuration spatiale, mais les effets indirects via les traits fonctionnels des espèces, si je reprends ce que j'avais expliqué sur les effets de la taille des parcelles, donc en termes de types d'espèces qui sont favorisées, donc dans des paysages avec des parcelles plus petites, on avait des espèces à croissance rapide et stratégie de recyclage rapide des ressources, et l'inverse dans des paysages avec des grandes parcelles. Et bien ça nous conduit à attendre un recyclage des nutriments qui va être rapide lorsqu'on a un paysage avec des petites parcelles versus lent avec des grandes parcelles. Malheureusement, on a en fait très peu d'études qui ont vraiment permis de tester cette hypothèse. Donc autant on a beaucoup d'études qui étudient, qui analysent les effets donc la configuration des paysages sur des interactions biotiques, à la fois en même temps. En fait, à contrario, pour tout ce qui est plantes, on a très peu d'études. Et les seules études qui vraiment sont allées tester ce type d'hypothèse concernent les lisières forestières, où effectivement en fait, l'hypothèse a été vérifiée, comparant donc pour des ensembles forestiers donc tempérés en Europe, les lisières et l'intérieur forestier. On retrouve bien donc cette prépondérance des espèces donc à croissance rapide, recyclage des nutriments rapides dans les plantes qui conduisent à un recyclage rapide dans l'écosystème dans son entier, donc à la lisière, à contrario de l'intérieur forestier, où l'ombrage, qui permet la décroissance de la température, aussi la rétention de l'humidité du sol, conduit donc aux caractéristiques inverses des plantes et des effets avérés de ralentissement des cycles biogéochimiques, et en particulier ça favorise la séquestration du carbone. Donc ça reste en fait un champ de recherche ouvert, d'aller explorer ça dans plus d'écosystèmes et donc en particulier sous des climats pas juste tempérés. En revanche, les effets indirects de la configuration spatiale, ils ont été beaucoup explorés en ce qui concerne les interactions biotiques, et en particulier en s'intéressant aux capacités de dispersion des différents organismes. Donc, lorsque l'on a des organismes, donc en particulier des invertébrés, qui ont des capacités de dispersion limitées, comme les pollinisateurs, certains herbivores, comme par exemple les chenilles, les carnivores comme les araignées, ou aussi les parasites qui régulent en fait les ennemis des cultures, eh bien on a, d'après tout ce que j'ai expliqué avant, en fait, besoin de grandes parcelles ou de petites parcelles qui sont connectées. Et de plus, donc leur diversité, et ça a été maintenant bien avéré, y compris confirmé par des méta-analyses, que leur diversité, elle augmente avec la présence d'une grande diversité de végétation autour d'un point donné, en particulier autour d'une parcelle agricole, et d'habitats et de parcelles qui leur sont des habitats favorables, comme par exemple les prairies.
Donc, si l'on s'intéresse à des mosaïques paysagères complexes, qui sont typiques de la réalité d'un paysage, on va pouvoir en fait aller quantifier les effets de la proximité plus ou moins grande entre éléments du paysage, donc à partir de gradients en bordure de différents éléments, donc boisés. Donc, quand on a des forêts en interface avec de la culture, des forêts en interface avec de la prairie, sur donc l'abondance et donc les interactions avec différents types d'organismes selon leur capacité de dispersion. Ce que révèle une analyse qui a été ici conduite pour des paysages agricoles des observatoires de biodiversité allemands, c'est que donc les courbes que vous observez ici, qui représentent en fait l'abondance de ces différents organismes et surtout les interactions qu'ils réalisent, donc la pollinisation, le parasitisme et aussi donc la présence de différents types d'oiseaux. Ils vont être donc fonction des capacités de dispersion des espèces et aussi de leurs habitats, des habitats qui leur sont plus favorables. Donc, si l'on prend les courbes du haut qui représentent un gradient entre une forêt et une prairie à faible intensité d'usage, les parasitoïdes donc, qui permettent de contrôler les espèces ennemies des cultures, ils vont typiquement avoir des habitats favorables en forêt. Ils ont une capacité de dispersion qui est très faible et donc dès qu'on entre dans un paysage ouvert, que ce soit de la prairie ou a fortiori dans des parcelles de culture, eh bien, leur abondance elle va très rapidement diminuer. Alors que les pollinisateurs qui ont tendance à être favorisés dans les prairies vont augmenter lorsqu'on rentre soit d'une forêt, vers une prairie, à contrario défavorisé lorsqu'on va rentrer dans des cultures. Et ceci va en fait conduire en fait à des compromis en fait entre différentes fonctions. Donc le fait que ce ne sont pas les mêmes patrons paysagers, pas les mêmes distances à des éléments dans ce paysage qui vont être favorables si l'on souhaite, dans ce cas-là, des pollinisateurs ou des parasitoïdes des ennemis des cultures. Donc si l'on synthétise de façon schématisée, les éléments de gestion d'un paysage qui vont favoriser non seulement les oiseaux champêtres, comme cette image que j'ai empruntée, mais l'ensemble de la diversité biotique qui est impliquée dans les interactions comme la pollinisation ou le contrôle des ennemis des cultures. En fait, les structures, la gestion de ces paysages va impliquer de diversifier différents éléments et d'en disséminer à l'intérieur du paysage, avec notamment, par exemple, des îlots boisés qui vont être disséminés au sein de cette matrice paysagère. Dernier processus par lesquels la configuration spatiale va avoir des effets indirects sur donc le fonctionnement des écosystèmes, ce sont les perturbations. J'ai pris ici un exemple concernant à nouveau les incendies, m'intéressant en fait à une graminée, donc Ampelodesmos mauritanica, qui a tendance dont l'abondance a tendance à augmenter avec l'abandon des cultures dans des parcelles de garrigues du nord-est de l'Espagne. Donc cette espèce, elle est très inflammable. Elle a des tissus qui sont très peu décomposables. En fait, elle ressemble, si vous connaissez à l'herbe de la pampa, éventuellement vous connaissez cette espèce dans les jardins, c'est à peu près le même type d'espèce. Donc très inflammable, à faible décomposition, donc accumulation de combustible dans le paysage, ce qui va augmenter l'intensité des incendies et donc au fur et à mesure augmenter la connectivité à la circulation des incendies dans le paysage.
ce qui va à son tour continuer de la favoriser, puisqu'elle réagit bien à ces incendies, et à contrario, éliminer les espèces ligneuses, ce qui en fait met en place une boucle de rétroaction positive, où plus la fréquence de cette espèce augmente dans le paysage, plus on a d'incendies, et plus on a d'incendies, plus on a cette espèce dans le paysage. Dans la dernière partie de ce cours, je vais m'intéresser donc non plus seulement aux fonctions d'un point de vue écosystémique, mais aux bénéfices qu'en retirent les humains via les services écosystémiques. Donc, dans un paysage donné, ces différents éléments vont contribuer différentes fonctions à la qualité de la vie des humains de façon relativement complexe. C'est ce qu'on va appeler la multifonctionnalité de ce paysage. Donc, d'après tout ce que je viens d'expliquer, les paysages qui sont hétérogènes, on s'attend à ce qu'ils aient, selon par exemple les différents éléments qui sont présents, leur taille, leur agencement spatial, différents niveaux pour différentes fonctions. Et c'est ce que l'on observe en effet, avec un exemple ici donc de la quantification de fonctions multiples pour un paysage, donc à nouveau ces paysages des observatoires de biodiversité allemands. Et on va observer non seulement différentes fonctions, mais aussi différentes corrélations entre fonctions, ou par exemple ici, la fonction de production de fourrage, donc production de biomasse, elle va être selon des régimes d'intensité de production élevés, négativement corrélés à la conservation de la biodiversité et aussi à la diversité en fleurs dans les prairies, alors que d'autres fonctions seront plus synergiques entre elles, par exemple entre la biodiversité et donc le nombre d'espèces de plantes et le nombre de fleurs que l'on jugera de qualité esthétique. Donc, pour revenir au thème d'aujourd'hui, on aimerait savoir quelles sont les configurations spatiales des paysages qui vont favoriser la multifonctionnalité. Donc, si l'on repart sur mon petit graphique à 4 panneaux avec plus ou moins de présence d'un habitat et plus ou moins fragmenté dans l'espace, évidemment, donc, si j'imagine que mes carrés verts, ce sont de la forêt, plus on a d'arbres dans un paysage, plus on va avoir de séquestration de carbone, plus on va avoir d'habitat pour les espèces de faune qui sont forestières. Ça va augmenter la régulation des crues et de l'érosion, mais ça va augmenter le risque d'incendie. Donc ça, c'est l'effet pur de la quantité d'habitat. Si l'on veut s'intéresser à l'effet de la fragmentation, donc à nombre, donc surface de forêt, d'arbres constantes, a priori, ça ne va pas changer la séquestration du carbone. Selon les espèces de faune, ça leur sera plus ou moins favorable. On n'est pas capable de prédire a priori les effets sur les crues et sur la régulation des crues et de l'érosion. Et par contre, fragmenter les habitats, ça va diminuer le risque d'incendie. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire a priori. Qu'en est-il en réalité ? En particulier, lorsque l'on veut gérer des paysages, on va pouvoir se demander, donc des paysages pour de multiples fonctions, est-il possible, peut-on trouver des configurations du paysage où l'on va concilier différentes fonctions ? Donc typiquement, ça va être des paysages avec une mosaïque fine, hein, telle que figurée ici, ce qu'on appelle un paysage traditionnel en Europe, avec des éléments naturels largement disséminés dans le paysage, des parcelles de petite taille, ou ce que l'on va trouver par exemple dans des systèmes donc en région tropicale, typiquement des systèmes de culture gérés par les populations indigènes, où les fonctions de production, avec les fonctions qui les soutiennent, par exemple en termes de pollinisation,
sont conciliées à échelle très fine dans ce paysage, avec les fonctions de régulation de l'érosion, de séquestration du carbone aussi, et de conservation de la biodiversité. A contrario, on peut obtenir plusieurs fonctions en les disséminant, en les séparant plus largement dans un paysage, donc en obtenant différentes fonctions à différents endroits. Pour autant, le paysage il sera lui aussi multifonctionnel. C'est donc l'échelle à laquelle on concilie les différentes fonctions qui va varier avec le cas précédent. Donc nous avons cherché à modéliser donc la possibilité d'obtenir différentes fonctions dans un paysage selon qu'il était à maille fine comme précédemment ou à maille grossière comme ici. Et donc avec donc des modèles qui jouent en fait avec la composition du paysage en termes d'usage plus ou moins intensif, mais surtout avec leur configuration spatiale, donc ce qu'on va appeler une maille fine, des éléments naturels disséminés dans le paysage versus une maille grossière, une ségrégation des éléments naturels versus des éléments de production dans le paysage. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que, bien entendu, les usages plus intensifs du paysage seront toujours défavorables à l'ensemble des fonctions. Donc les niveaux de fonctions sont représentés ici par la surface des carrés sur cette figure. Donc à droite, donc dans des paysages avec usage plus intensif, de façon générale, l'ensemble des fonctions sont à des niveaux moindres à comparer de l'usage extensif. En revanche, lorsqu'on compare donc les paysages à maille fine et à maille grossière, vous voyez que la surface totale du carré elle est plus grande dans le cas de la maille fine, donc en bas à droite, et qu'en particulier certaines fonctions comme la pollinisation, la régulation de l'érosion et la régulation de la qualité de l'eau, donc par l'interception des nutriments, sont favorisées par ces paysages à maille plus fine, du fait de l'ensemble des processus que j'ai évoqués précédemment, donc processus d'interception ou d'habitat pour des espèces à dispersion limitée. Donc, s'intéressant non plus seulement à la taille des éléments dans un paysage, mais aussi à la connectivité, on peut également analyser donc différents scénarios de restauration de la connectivité écologique d'un paysage selon comment on va placer des éléments donc restaurés, soit aléatoirement, donc ça c'est un petit peu une hypothèse nulle, selon des corridors, ou en essayant de maximiser leur présence en des patchs plus grands, loin des aires naturelles. Lorsqu'on réalise ce type de simulation, on peut regarder les effets de différents patrons paysagers, donc sur un gradient entre un paysage au niveau à gauche à maille plus fine avec beaucoup de corridors et à droite un paysage donc de chaque graphique et à droite de chaque graphique des éléments plus grossiers. Eh bien, on voit que pour certains organismes, par exemple les oiseaux forestiers ou les amphibiens, ont finalement restauré des corridors, c'est plutôt défavorable pour un même effort. Il vaut mieux agrandir les aires donc de forêt dans ce cas-là, à l'inverse des pollinisateurs. Et éventuellement, si on s'intéresse dans ce cas-là aux humains qui apprécient la forêt, donc pour leurs activités récréatives, ce sont aussi des paysages avec des éléments boisés plus agrégés qui vont être favorables. Et donc, si l'on combine les fonctions réalisées par différents types d'espèces et différents processus tels que l'érosion ou la séquestration du carbone, on s'aperçoit que selon les objectifs, donc par exemple favoriser la biodiversité de certaines espèces remarquables, favoriser l'appréciation par les humains ou leurs activités récréatives, versus des fonctions d'atténuation du changement climatique ou de gestion des risques, par exemple érosifs, ou des objectifs de production durable par le soutien par les pollinisateurs et les prédateurs des ennemis des cultures.
eh bien, la configuration paysagère, donc, qui va être favorable, donc un paysage plus ou moins agrégé, elle va être différente selon les objectifs qu'on aura. Donc ça veut dire qu'on va être plutôt dans la situation où on va avoir besoin de différents types de configurations dans le paysage selon l'objectif qu'on veut, ou alors carrément ségréger à l'échelle régionale entre des paysages qui seront plus ou moins favorables à différents groupes de fonctions. Enfin, il ne s'agit pas juste de gérer l'ensemble du paysage, mais aussi de pouvoir gérer quand on va vouloir gérer pour différentes fonctions, on va devoir trouver un équilibre délicat entre la gestion à l'échelle parcellaire et l'échelle du paysage. Donc j'ai pris à nouveau un exemple ici issu des analyses de données des observatoires de biodiversité allemands, où ces analyses montrent que lorsque l'on s'intéresse à toutes les fonctions qui sont liées aux interactions biotiques, donc pollinisation, contrôle des ennemis des cultures, contrôle des pathogènes, etc. À ce moment-là, c'est vraiment la configuration du paysage qui importe, alors que pour des aspects plutôt liés à la biodiversité, eh bien, c'est plutôt à l'échelle de la parcelle qu'il va falloir intervenir. Donc, cette nécessité de gérer, en fait, de jouer entre deux échelles de gestion, elle est confirmée par exemple dans les paysages de haies, donc par une étude réalisée ici en Bretagne, où si l'augmentation du kilométrage ou de la densité de haies dans un paysage augmente en effet la multifonctionnalité, celle-ci est aussi, en fait, aussi contrôlée par la qualité écologique à l'intérieur des parcelles, quantifiée ici à partir du recouvrement des espèces fleuries, elle-même liée au type de gestion, en particulier au contraste entre gestion en agriculture biologique et en agriculture plus intensive. Enfin, jusqu'ici, je n'ai parlé que des espèces et des fonctions écologiques. Mais l'espèce qui demande les services écosystèmes dans le paysage, ce sont nous, les humains. Et donc, il est nécessaire de prendre en compte non seulement où les services écosystémiques sont produits dans un paysage, mais aussi où sont les humains qui ont besoin de ces services écosystémiques. Donc, l'exemple le plus classique, c'est par exemple tout ce qui concerne la protection contre les risques, où on va avoir besoin d'écosystèmes qui protègent les infrastructures ou les habitations et les habitants. Et donc, on va devoir prendre en compte dans la gestion de la configuration du paysage la proximité entre donc les écosystèmes qui vont produire les services écosystémiques et les humains qui en ont besoin, et éventuellement les connectivités entre les deux. Donc immédiatement un exemple d'une étude qui a été réalisée ici au Brésil et qui montre en fait les différentes étapes d'estimation en fait, d'un service écosystémique de pollinisation en fait, grâce aux éléments naturels dans un paysage de production de caféiers. Donc, si l'on s'intéresse uniquement donc sur les cartes à gauche aux différents habitats et donc sur les tons de violet en haut à gauche aux habitats qui sont favorables aux pollinisateurs, on va pouvoir dire qu'il y a des habitats qui sont favorables ou pas du tout, enfin, qui sont favorables ou non favorables aux pollinisateurs. Mais en fait, déjà, on a vu que les pollinisateurs, ils ont des distances de dispersion qui sont réduites. Donc en fait, dans la première carte en bas à gauche, vous voyez qu'il y a des gradients d'intensité de violet. Donc si on est plus ou moins loin de la forêt, on aura plus ou moins de pollinisateurs. Donc ça, c'est la partie écologique. Mais aussi, si on est plus ou moins loin des exploitations agricoles dans ce paysage, en fait, on va avoir une plus ou moins grande demande de ces bénéfices des pollinisateurs pour la production de caféiers, ce qui fait qu'on obtient en fait une carte combinée de ce service écosystème de ce service écosystémique de bénéfices de la pollinisation pour la production de café, qui combine en fait
ces effets écologiques et ces effets de demande humaine. Pour terminer, il ne suffit pas juste que les écosystèmes puissent avoir certaines fonctions pour rendre des services écosystémiques. Il faut aussi que ceux-ci soient accessibles aux populations qui en bénéficient. Et donc j'ai pris un exemple ici réalisé sur la région de Grenoble concernant les populations urbaines et deux services écosystémiques particulièrement importants dont vous apprécierez particulièrement la pertinence aujourd'hui. Si on s'intéresse à la régulation de la température par la végétation, cette régulation de la température, elle est bien entendu plus ou moins forte selon les végétations urbaines que l'on a. Donc ce sont les tons de bleu sur cette carte. Mais si l'on considère en fait les populations qui ont le plus besoin de régulation de la température, donc pris ici sur l'exemple des personnes âgées, en fait on va s'apercevoir qu'il va y avoir des zones où on a effectivement, donc ce sont les zones en noir les plus foncées dans cette carte, des zones où on a à la fois des écosystèmes de la végétation qui permet de rafraîchir la température en ville et les personnes qui en ont besoin. Mais vous observez aussi sur cette carte beaucoup de couleurs orange qui sont des zones où on a des besoins élevés par la population, donc ici des populations à risque âgées, et une faible disponibilité de végétation permettant de réguler la température. Donc ce sont typiquement les zones dans lesquelles on va avoir besoin de révégétaliser. De la même façon, on peut faire la même chose pour les parcs urbains en termes de proximité aux habitants, en prenant en compte on compte en général que les personnes peuvent se déplacer d'à peu près 500 mètres au plus pour aller chercher un espace naturel urbain. Donc, pour résumer, la structure du paysage a un rôle clé pour le fonctionnement des écosystèmes. Donc, le premier déterminant, j'insiste, c'est bien entendu toujours la composition, combien on a de différents écosystèmes et surtout d'usages humains. Et donc, a fortiori, comment ceci est affecté par les changements d'usage, notamment l'intensification de l'agriculture ou l'urbanisation. J'ai démontré au long de ce cours que la configuration spatiale modifie le fonctionnement avec des effets physiques directs et des effets indirects via les traits fonctionnels des espèces, que j'ai illustrés pour les plantes en particulier. La connectivité est la propriété clé du point de vue écologique, mais aussi social. Et ce sur quoi j'ai simplement ouvert en fin de présentation, c'est que ceci appelle à des recherches non seulement en écologie, mais aussi interdisciplinaires. Et l'ensemble de ces connaissances, la poursuite de leur développement, constitue un enjeu important pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes. Donc demain, lors d'un colloque sur l'écologie fonctionnelle des paysages, nous approfondirons un certain nombre des sujets qui ont été abordés ici, donc avec 9 chercheurs invités, des présentations de qualité auxquelles je vous invite à venir assister demain. Je vous remercie pour votre attention.